Dernière minute. Au Royaume-Uni, Starmer a démissionné. Et voilà, après 2, 3 premiers ministres qui sont arrivés au pouvoir puis ont quitté leurs fonctions, cette fois, c'est Starmer qui s'en va. Mais en regardant la situation de l'Europe aujourd'hui, avant d'entrer en direct, vous avez dit que tout le système produisait de l'incompétence. C'est une déclaration forte de votre part. Vous vivez en Europe, vous en comprenez la dynamique. Qu'est-ce que cela signifie pour l'ensemble des politiques européennes? Ce n'est pas seulement une question de Starmer, on le voit aussi en France, on le voit en Allemagne. Mais concernant Starmer et les conséquences de sa démission, comment voyez-vous l'influence que cela peut avoir sur la politique étrangère de l'Europe? Eh bien, c'est très intéressant. Je ne connais pas très bien la politique intérieure du Royaume-Uni, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde le tableau d'ensemble, on voit qu'en Europe, on a un vrai problème de leadership depuis des années, en fait depuis environ 10 ans. Et ça vaut aussi pour la France. Macron est au pouvoir depuis presque 10 ans et ça ne fonctionne pas. La dette augmente et le mécontentement de la population grandit. C'est pareil au Royaume-Uni. Là-bas, en une dizaine d'années, il y a eu 7 premiers ministres. Ça montre une forme d'instabilité, je dirais même une instabilité systémique, qui se traduit par de mauvaises décisions, où la politique étrangère prend souvent le pas sur la politique intérieure. Vous dépensez plus d'argent pour fournir des armes à l'Ukraine que pour résoudre les problèmes sociaux et intérieurs de votre propre pays. C'est la même chose en Allemagne. En Allemagne aussi, par exemple, quand on parle des chemins de fer. Autrefois, ils étaient d'une précision incroyable, très fiable. Tout fonctionnait parfaitement. Aujourd'hui, c'est une blague. Vraiment, une blague. Littéralement. Je veux dire, quand on va en Allemagne, moi j'y allais de temps en temps. Enfin, j'y allais, parce que maintenant, c'est interdit. Grâce à l'Union européenne, j'ai plus le droit d'entrer en Allemagne. Mais quand je voyageais là-bas, je prenais le train. Et quand je disais ça à mes interlocuteurs allemands, ils riaient. Ils me disaient, eh bien, au moins, quelqu'un ose encore prendre le train, parce que c'est complètement dysfonctionnel. Vous avez des problèmes réguliers avec les trains eux-mêmes, avec le réseau ferroviaire lui-même. Tout est dysfonctionnel. Et c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique la montée de l'AfD en Allemagne, ce qu'on appelle l'extrême droite, ou la droite radicale, qui, à mon avis, est plutôt une droite modérée que... Enfin, on ne va pas entrer dans ce débat. Mais le fait que le gouvernement allemand dépense plus d'argent pour se préparer à la guerre que pour régler les problèmes intérieurs, c'est exactement la même chose qu'au Royaume-Uni. Vous avez un système qui, en réalité, est guidé par les émotions et non par les faits ou par la raison. Et c'est exactement la même chose au sein de l'Union européenne elle-même. Comme je l'ai dit, j'ai été sanctionné par l'Union européenne, par des gens qui, manifestement, ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et ça montre exactement le type de prise de décision qu'on a dans l'Union européenne. C'est extrêmement faible. Et c'est sans doute ce qui explique ce qu'on a vu récemment dans le Financial Times, où quelqu'un a suggéré de dissoudre le SEAE. Le SEAE, c'est le Service européen pour l'action extérieure, l'équivalent d'un ministère des Affaires étrangères dans un pays, sauf qu'il n'y a pas de ministère dans l'Union européenne. Il y a un haut représentant. Josep Borrell est le haut représentant pour l'action extérieure. Et le SEAE n'a absolument aucun résultat. C'est fascinant de voir qu'il y a 5000 personnes qui travaillent dans cette institution, dans le SEAE. 5000 personnes. Et quand on parle de négociations entre les États-Unis et l'Iran ou entre différents acteurs pour la Palestine, pour l'Ukraine, le résultat est nul. Ils sont absents. Ils n'ont absolument aucune réaction. Ils sont totalement absents de la scène diplomatique.
of the diplomatic scene. And that shows that we spend a lot of money. Et ça montre qu'on dépense énormément d'argent pour des institutions qui, au fond, sont inefficaces, voire contre-productives. Parce que peu importe ce qu'on pense de la Russie, de l'Ukraine, de l'Iran ou d'autres, l'idée fondamentale de la diplomatie, c'est justement d'aplanir les angles, d'adoucir les relations, que vous aimiez ou non votre interlocuteur. C'est là qu'il faut des gens attachés au fond, pas à leurs émotions. La diplomatie, comme dans d'autres domaines, doit être guidée par la raison, pas par les tripes. Et c'est exactement le problème qu'on a dans l'Union européenne. Mais dans tous les pays, on a parlé de la France, du Royaume-Uni et d'autres, c'est le même problème. This is the same problem. Nous vivons une période où nos dirigeants sont incompétents et tout le système favorise la montée de ces dirigeants incompétents. Ils sont très jeunes. Ils n'ont presque aucune expérience de la vie, probablement même pas d'expérience professionnelle. Vous savez, ce sont des apparatchiks, comme on disait à l'époque du système soviétique. Ce sont des gens du parti. Ils grandissent à l'intérieur du parti, mais ils n'ont pas d'expérience réelle de la vie. Ils n'ont jamais travaillé dans une usine, dans une entreprise ou ailleurs. Ils évoluent uniquement dans le parti. Et ensuite, ils se retrouvent à la tête d'un ministère ou quelque chose du genre. C'est exactement le cas de Macron. Ces gens-là n'ont absolument aucune expérience, d'aucune sorte. Merz a de l'expérience à la tête de BlackRock. Mais franchement, si j'étais le PDG de BlackRock, je ne prendrais probablement pas quelqu'un comme ça, parce qu'on est sûr d'échouer à un moment donné. Mais bon, on voit ce genre de personnes très jeunes, sans vraie expérience, sans expérience politique, sans la capacité d'évaluer les choses. Et on voit bien qu'ils n'évaluent pas correctement, qu'ils n'ont pas de vrai raisonnement analytique ou intellectuel. Ils se contentent de raconter une histoire. Tout ce qu'on décide en Europe repose sur des récits, pas sur une réflexion rationnelle. C'est pour ça que tout échoue. Vous voyez, donc ce n'est pas une surprise. Quant à Keir Starmer, ça faisait des mois qu'on prédisait qu'il allait démissionner, parce qu'il n'est tout simplement pas au niveau. Et même quand il a été élu, il a été avec le plus mauvais score du Parti travailliste depuis environ un siècle. Donc on savait déjà que ce type allait échouer. Et on voit la même chose avec d'autres en Europe. Ça montre bien la qualité du leadership. Si on regarde les États-Unis, c'est pas beaucoup mieux. Il y a sans doute simplement un peu plus d'expérience. En Europe, on a des gens inexpérimentés, stupides. Aux États-Unis, ils sont expérimentés. C'est la seule différence. Mais on revient toujours au même problème. Ce sont des décisions prises avec les tripes, pas avec le cerveau. Et c'est ça qui me dérange dans toute la configuration actuelle. Colonel, le chef de Reform UK, Nigel Farage, vient d'appeler à des élections générales après la démission du Premier ministre, Keir Starmer. Mais le problème en Europe, comme vous l'avez dit, est bien plus large que ça. Ils ont échoué à atteindre leurs objectifs en Ukraine. Et pourtant, ils continuent. Le Royaume-Uni reste la principale source d'aide à l'Ukraine. Vous savez, ils produisent des drones, ils soutiennent l'Ukraine sur le plan politique, géopolitique, économique, et ils exercent des pressions. Il y a tellement de liens avec l'establishment américain dans ce soutien à l'Ukraine. Et puis on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, avec cette nouvelle guerre qui éclate. Et ils n'ont aucun poids pour participer à la moindre discussion. Comme vous l'avez souligné, ils sont totalement absents. Mais ce qui me choque, c'est que personne ne semble se soucier de ce qui arrive à l'Europe. Où est passée leur vision stratégique? Où est-elle? Eh bien, tout d'abord, quand on parle d'un état d'esprit stratégique, ça suppose qu'on ait une stratégie.
Et c'est bien là le problème. Et je pense que ce n'est pas seulement une question européenne. On le voit partout. Les gens raisonnent de façon tactique. On agit au jour le jour. On ne se projette pas à 5 ans, 10 ans, 20 ans. Au mieux, on pense à 4 ans, parce que les prochaines élections auront lieu dans 4 ans. Vous voyez, c'est le maximum qu'on arrive à faire en Europe. On a perdu cette capacité à lancer de grands projets. Quand on regarde, quand on visite Paris, Londres, Rome ou d'autres capitales européennes, on voit de magnifiques monuments, de superbes ponts, des palais, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est le résultat de gens capables de projeter leurs idées sur un siècle, ou au moins sur un quart de siècle. Parce qu'il a fallu énormément de temps pour construire tout ça. Ça veut dire qu'il fallait avoir cette vision 5, 10, 20 ans à l'avance. Et c'est aussi ce qu'on a connu juste après la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait encore des personnes visionnaires, capables d'imaginer ce que serait le pays 20 ans plus tard, ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Les dirigeants qu'on a maintenant, ce sont surtout des gens qui tweetent. Autrement dit, on attend d'eux une réponse en quelques minutes. On ne s'attend plus à ce qu'ils prennent 1 ou 2 jours pour réfléchir avant de répondre. Non, ils devraient répondre tout de suite. Je ne dis pas que tous les projets doivent être décidés en 5 minutes, mais ça montre une tendance. On veut des résultats rapides, des décisions rapides. Et on n'est pas prêt à accepter de prendre une décision dont les effets se verront dans 20 ou 25 ans, comme c'est le cas dans d'autres pays. C'est sans doute là le revers de la médaille, parce que dans nos systèmes, on vit en démocratie, avec un rythme électoral de 4 ou 5 ans. Donc ça veut dire qu'on peut se projeter sur 5 ans, mais au-delà, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est là l'avantage d'autres pays qui, d'une certaine manière, offrent moins de diversité dans leur direction, parce que les dirigeants restent plus longtemps, comme en Russie, en Chine, en Inde et ailleurs. Leur avantage, c'est qu'ils peuvent concevoir des projets sur le long terme, sur 20 ans ou plus, et qu'ils bénéficient d'une forme de continuité dans la gestion que nous avons tendance à éviter en Europe. Et c'est particulièrement vrai quand on a un système d'alternance, où c'est parfois le centre droit, puis le centre gauche, et ainsi de suite. En France, c'est très visible. Quand un nouveau gouvernement arrive, la première chose qu'il fait, c'est déconstruire tout ce que le précédent a mis en place. Et donc, on repart à zéro à chaque fois. C'est une énorme perte de ressources. Et ça empêche aussi d'avoir une vision sur plusieurs années. Vous voyez, on parle d'intelligence artificielle et de ce genre de choses. Ça demande, ou ça demandait autrefois, des années d'investissement. Aujourd'hui, vous avez Macron, il arrive, très fier de lui, et il dit « on va dépenser 60 millions d'euros pour développer l'intelligence artificielle ». Le problème, c'est que c'est exactement ce que l'IA américaine, ChatGPT par exemple, dépense chaque mois, ou peut-être même chaque jour. Donc on n'a pas cette capacité à projeter notre société dans l'avenir. Nous vivons dans le présent et même pas dans le passé. On a tendance à oublier notre passé. Alors on vit dans l'instant. Et c'est ce qu'il y a de pire pour une société qui n'a pas de passé ou qui refuse de regarder son passé et qui refuse aussi de se projeter dans l'avenir, de voir la vision d'ensemble. On agit toujours de façon tactique. Or, la stratégie, ce n'est pas la somme des tactiques. C'est très important de le comprendre. La stratégie, c'est bien plus que l'addition de tactiques. Et c'est là qu'on échoue. Parce qu'en pensant de manière tactique, en réagissant action après action, jour après jour, on ne peut pas créer la valeur ajoutée qui ferait la différence dans 10 ou 20 ans. C'est exactement le contraire de ce que font les Chinois. C'est pour ça qu'ils sont supérieurs.
And they started with less money than we did. C'est pas seulement ça. And probably even Je veux dire, less ils ont commencé avec moins d'argent que nous et sans doute avec encore moins de scientifiques, de lycées, ou peu importe, que nous, et avec moins d'investissement. Mais ils vont plus loin, parce qu'en regardant à long terme, en planifiant sur 10 ans, on peut mieux répartir ces ressources. Pas seulement les ressources financières, mais aussi les ressources humaines. Quel type d'ingénieur me faudra-t-il dans 20 ans? Vous voyez, l'Europe ne forme plus vraiment d'ingénieurs. Si on regarde des pays comme la Belgique, par exemple, les gens veulent juste avoir un papier. Je veux dire, il leur faut un certificat, un diplôme ou quelque chose du genre, peu importe. Parce qu'au final, personne n'est embauché en fonction de ce qu'il a réellement étudié. Because at the end, nobody will be hired according to what he studied. Therefore, that's why you have a lot of people who study law. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens étudier le droit, les sciences politiques, les sciences sociales ou encore la littérature, des domaines qu'on peut utiliser un peu partout. Parce que peu importe où on travaille, ça reste utile. Il suffit d'avoir un master ou quelque chose du genre. Mais ce n'est pas comme ça qu'on développe une société. Et c'est justement pour cette raison qu'on regarde des pays comme la Belgique. La Suisse est d'ailleurs dans une situation assez similaire. On manque par exemple de médecins, parce que c'est difficile, c'est long, et du coup beaucoup préfèrent obtenir un diplôme rapidement. Alors ils choisissent la littérature ou des études du même type. En 2 ou 3 ans, ils ont leur master, et voilà. Avec ça, ils peuvent déjà arriver sur le marché du travail. Mais on ne construit pas une société uniquement avec des gens qui ont un master en littérature. Ça ne suffit pas. Vous voyez, c'est bien là le problème. Et c'est exactement le type de société dans lequel on vit aujourd'hui. On n'arrive plus à se projeter dans le temps. Et c'est précisément ce que je constate quand je regarde toutes ces personnes au Royaume-Uni, puisque c'était votre question au départ. Quand la direction change aussi souvent, comment peut-on imaginer une continuité dans la gestion? C'est impossible. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de cohérence stratégique, ni de constance dans les décisions. Et c'est exactement le problème que nous avons. Et quand on parle de ces conflits, l'Ukraine, l'Iran, la Palestine et d'autres, on voit bien que dans aucun de ces cas, au moins du côté des États-Unis, et même de l'Europe d'ailleurs, il n'y a de véritable stratégie pour aborder ces questions. OS, ils réagissent juste à l'instinct, c'est tout. Alors que ceux qui ont une stratégie, eux savent exactement ce qu'ils veulent atteindre, et ils avancent dans cette direction. Ce n'est donc pas étonnant que l'Iran ait, on peut le dire, remporté cette manche. Pas la guerre dans son ensemble, pas encore, mais cette manche, oui, parce qu'ils savaient précisément ce qu'ils voulaient. Et si on regarde la dernière version, je veux dire celle qui a été signée, du protocole d'accord, elle reflète clairement la position que l'Iran défendait déjà auparavant. On voit bien que ceux qui gagnent, ce sont ceux qui savent où ils vont. Et ceux qui perdent, ce sont ceux qui ne savent pas où ils veulent aller. C'est exactement ce qu'on observe avec l'Europe. Par exemple, quand Kaja Kallas a été interrogée sur une stratégie pour l'Ukraine, pour l'Iran ou pour le Moyen-Orient, elle a répondu qu'il n'y avait pas vraiment de raison d'avoir une stratégie parce que la situation est tellement mouvante qu'on ne peut pas en établir une. Mais justement, c'est parce que la situation est mouvante qu'il faut une stratégie. C'est exactement ça. Ensuite, on travaille à la mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, eux, ils veulent d'abord que tout soit réglé. Et ensuite seulement, ils élaborent une stratégie. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et ça montre bien le manque d'expérience de la direction. Et ça montre aussi pourquoi l'Europe, enfin pas seulement l'Europe, mais l'Occident en général, est en train d'échouer. Parce que quand on regarde ce qui se passe avec l'Iran, c'est un peu le sujet du moment, on voit qu'il y a deux visions différentes. D'un côté, ceux qui réagissent au jour le jour,
De l'autre, ceux qui ont une vision à long terme. Et ceux qui ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette vision à long terme, ce sont eux qui ont le plus de chances de réussir. Parce qu'ils savent exactement où ils veulent aller et ils peuvent corriger ou ajuster leur trajectoire pour atteindre leur objectif. Mais quand on ne sait pas où l'on va, quelle trajectoire peut-on bien ajuster? What kind of trajectory can you adjust?